Bonjour à tous, Salut, salut. donc moi c'est Aurélien, Et moi c'est Serge. et donc on fait partie d'un petit collectif qui s'appelle Histoire Populaire, et aujourd'hui on vous propose de jouer à Démocratie 3, qui est une simulation politique qui va nous permettre d'implémenter les programmes des différents candidats de la présidentielle 2017 et de voir comment le jeu réagit. Alors on va faire un petit test avec vous. Donc on choisit la France, on choisit notre parti. Alors, Au hasard, on va prendre le front de gauche. Et comme parti d'opposition, non, EELV quand même pas. non, Quand même. de temps en temps on se bat, mais quand même pas, quoi. Quand même pas. Voilà, le Front National comme parti d'opposition. Donc là, on voit durée du mandat maximum 5 ans, nombre de mandats maximum 2, indifférence politique 40%, c'est à peu près le taux d'abstention. Hein. Voilà, et donc on peut lancer la simulation. Alors, il faut qu'on vous explique ce qu'on a fait, parce que on a dû modifier le jeu du coup pour pouvoir implémenter le programme des différents candidats. Et pour introduire les budgets réels de la France, on a dû ramener tous les chiffres au trimestre, parce que le jeu fonctionne au trimestre, et nous on avait les chiffres annuels. Donc en gros, tous les chiffres sont divisés par 4 et ajustés pour correspondre au montant réel. Alors, sauf la dette qui elle-même évolue par trimestre, mais donc la dette en France aujourd'hui est à peu près de 2000 milliards d'euros. Hein. Voilà. Donc on a ajusté également, si on clique sur revenus ou sur dépenses, voilà, on a mis les chiffres réels sur la TVA, sur l'impôt sur le revenu, sur la taxe sur les entreprises. Donc tous ces chiffres-là, hein, vous voyez, 38 milliards pour la TVA, ce sont des chiffres par trimestre. Hein. Donc vous multipliez par 4 pour avoir les chiffres réels. Et dans les dépenses, pareil, on a mis les dépenses des ministères. Donc l'éducation est bien le principal budget français. On a créé un budget qui s'appelle autres dépenses, hein, qui permet d'équilibrer notre simulation parce que y a des centaines de points, on n'a pas pu tout régler encore. Ouais. Voilà, notre modification n'est pas parfaite, mais on peut l'améliorer hein, si vous souhaitez. On peut vous envoyer les fichiers et vous pouvez jouer chez vous avec notre simulation et puis l'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà notre situation de départ. On est ici. Donc le prochain président commence avec cette situation. Et puis on va voir en intégrant leur programme comment ça évolue. Et aujourd'hui donc... Mélenchon. Jean-Luc. Alors par quoi on commence? Alors, on a l'économie, on a l'emploi, on a les retraites, on a l'égalité entre les femmes et les hommes, on a le logement universel et durable, on a la révolution fiscale. Ah, on pourrait peut-être commencer par la révolution fiscale. Ouais, l'argent, le nerf de la guerre. Alors, il faut trouver du coup. Ça c'est quoi? C'est l'impôt sur le capital. Bon, qu'est-ce qu'il propose dans le truc Mélenchon? Il me semble qu'il propose... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit rendre l'impôt sur le revenu plus progressif avec un barème à 14 tranches au lieu de 5. Imposer les revenus du capital comme ceux du travail. Alors ça, on doit pouvoir le faire entre l'impôt sur le revenu et le capital. Donc si on regarde l'impôt sur le revenu, c'est le gros pourcentage qui est là. C'est celui-là? Donc l'impôt sur le revenu, il est indiqué à 56% dans le jeu. Ouais. Et si tu vas voir l'impôt sur le capital, qui est celui-là, lui il est indiqué à 16%. Alors la réalité c'est qu'il est, voilà, il est un peu plus haut, mais sur les chiffres, nous on a équilibré pour que ça fasse bien 5 milliards 8 par trimestre. Alors au-dessus vous voyez hein, l'influence de cet impôt sur les autres paramètres. D'ailleurs si tu reviens à l'écran précédent et que tu laisses la souris juste en survol de l'impôt sur le capital, on voit voilà, ces paramètres qui influencent les autres. Donc on voit que ça influe négativement sur le revenu des classes aisées, ça influe positivement sur l'égalité. Les riches, ça les rend pas contents, les capitalistes non plus, mais les socialistes aiment bien. Et les travailleurs indépendants, ça les embête un peu. Voilà. Alors que l'impôt sur le revenu, si on survole, lui, il influe très négativement sur les classes moyennes, négativement sur les riches et les capitalistes, positivement sur les socialistes, donc ça c'est vos électeurs. Hein. L'égalité, évidemment, ça l'améliore. Alors ça influe négativement sur les revenus des classes pauvres, hein, l'impôt sur le revenu, puisqu'ils le payent même s'ils en payent moins. Et puis les classes aisées également, hein, mais on voit que ceux qui souffrent le plus, c'est les classes moyennes. Donc
on peut essayer de rééquilibrer, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu. Alors, donc là, on est à 16%, ouais. Et on est à 56% sur l'impôt sur le revenu. C'est ça. Donc on peut trouver un moyen terme. Alors, il faut regarder en termes de milliards ce que ça donne. Hein. Donc si tu augmentes l'impôt sur le capital à 30%, par exemple. Ça coûte 2 fois plus. Donc on passe de 5 à 10. On passe de 5 à 10 milliards. Et si on fait pareil, qu'on abaisse donc de 56 à 30%... Je valide ou j'attends? Non, attends, on va vérifier. Hein. Hop. Donc on abaisse... Là on est à 56%. Si on l'abaisse, on est à 18 milliards. Si on l'abaisse à 30%, on va être à 9 milliards, donc 2 fois moins, mais il va nous manquer 3-4 milliards quand même. Ouais. Après, ça peut éventuellement stimuler, si on regarde au-dessus, qu'est-ce que ça va stimuler? Les classes moyennes vont moins nous en vouloir, mais ça diminue l'égalitarisme, ça favorise les capitalistes aussi. Voilà, bon, l'effet est pas, pas fantastique. Il faut peut-être trouver un moyen terme à 35%, peut-être. Faut regarder sur le capital, là, ce que ça fait, si on va à 35. Sur le capital? Les deux à 35, tu veux dire? Ouais, les deux, le moyen terme à 35%, peut-être pas mal. Donc 35, on est à 12 milliards, ouais. Donc 7 milliards de plus. Ouais. Donc on a rajouté 2 milliards par rapport au 30%. Et ici... Si on descend à 35, on passe de 18 à 11, là, ça équilibre. À 11. Ça équilibre, donc on peut trouver un moyen terme à 35%. Ok, ben on valide. Du coup, je vais d'abord faire celui sur le capital. Ouais, l'ordre est important. Hein. D'abord on taxe le capital et ensuite on baisse l'impôt sur le revenu. Non, c'est qu'il me faut les points. 35 on a dit. Ouais. 35. Donc ça coûte 7 points de capital politique. Hein. Ouais, bon, en attendant, qu'est-ce que je fais? Je passe le tour et... Non, mais t'as encore les points là, tu peux... Non, j'ai pas assez, il me faut 30. Il me faut 30. Ah oui, il te faut 30, ouais. Ah ouais, non, attends, non, c'est pour le baisser. Non, oui, mais pour le baisser, ça marche. Oui, non, c'est bon. 35. J'ai dit une bêtise. Yes. Ok. Donc on a démarré la réforme fiscale de Jean-Luc Mélenchon. Bon, ben ça c'est bon. Alors il dit réduire les inégalités, surtaxer les revenus au-delà de 400 000 € annuels par personne. Alors il me semble qu'on peut taxer les très hauts revenus dans ce jeu. Alors tout ce qui est rouge, on peut pas le faire encore, on n'a pas assez de points. Ouais. Alors si tu remontes un peu, je crois qu'il y a... On remonte complètement pour voir. Non, alors là on l'a pas, on peut pas encore l'appliquer. Ouais. On pourra peut-être l'appliquer au prochain tour. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en attendant en termes d'économie? Il dit partager les richesses, renforcer l'impôt de solidarité sur la fortune, augmenter les droits de succession sur les gros patrimoines. Bah là, on a un truc sur les droits de succession. Hein. Mais alors là, ça coûte 25 de l'augmenter. Hein. Ouais. Il est déjà à 24%, il rapporte 3,6 milliards. Donc on pourrait l'augmenter sévèrement. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens en termes de capital politique. Ouais, on peut juste le doubler. Mais ça coûterait 25. Je propose qu'on passe le tour, comme ça. Comme ça, on peut faire la suite de la révolution fiscale. Ouais. Alors, extrader les touristes suspects. Alors, dans la période, effectivement, donc il y a des situations qui apparaissent, des lois qui sont proposées, on doit se prononcer pour ou contre. Alors là, on nous propose d'extrader des touristes qui sont un peu suspects au regard du terrorisme actuel. Ouais. Qu'est-ce que ferait Jean-Luc? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, les migrations. Accueillir dignement les migrants. Agir à l'international. Appliquer une diplomatie active et indépendante au service de la paix. Refonder la politique européenne de contrôle aux frontières. Ah, donc il y a bien du contrôle aux frontières. Mais il refuse la militarisation du contrôle des flux migratoires. Ok. Œuvrer à la création d'une organisation mondiale des migrations. Bon. Réaffirmer le droit d'asile. Respecter la dignité humaine des migrants. Garantir un droit fondamental à une vie de famille. En arrêtant le placement en centre de détention des enfants, en centre de rétention des enfants. Bon, une politique qui respecte les migrants, règle les causes des migrations qui sont les guerres, etc. Bon, il dit pas ce qu'il ferait pour les touristes suspects. Moi, je pense que dans la période actuelle, il serait quand même obligé de les renvoyer, mais... Oui, mais la question, c'est pas ce qu'il serait obligé de faire, mais ce qu'il voudrait faire. Ah, parce que... Si nous extradons cet homme... Ah oui, c'est juste une question sur... Il y a une chance qu'il soit condamné à mort. Ah bah non, oui, donc là, il le renvoie pas, on le met en tôle ici, alors. Oui, je pense. Alors, vas-y, on le met en tôle ici. Ouais. Bon, budgétairement, on se prend 12 milliards de déficit par trimestre. Ouais. Mais c'est pas horrible, hein. Ouais, ça devrait... Ça devrait le faire.
Du coup, reprenons notre impôt successoral, c'est ça? Alors, il y avait l'impôt successoral, et sinon, il y avait le choix aussi avec la taxe sur les super riches, là. Oui. Qui doit être dans les politiques qu'on peut proposer. Surtaxer les revenus au-delà de 400 000 euros par personne. Non, alors... Punitive wealth tax, c'est ça. Alors, une taxe punitive sur la richesse. Qui nous dit, il n'y a rien de mauvais dans la richesse, mais l'inégalité dans la société, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on doit faire quelque chose pour les plus hauts revenus, pour qu'ils partagent un petit peu les choses. Donc là, on est à 38%. On peut, comme on vient sur les nouvelles politiques qu'on propose, ça coûte pas plus cher de les mettre au maximum en termes de capital politique. 75%. 75% sur les très hauts revenus. Bah, en gros, c'est ce qui aurait dû être fait si le bouclier fiscal de Sarkozy et puis le Conseil constitutionnel sous Hollande ne nous avaient pas empêché de le faire. Et c'était pour les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Là, on est sur des revenus supérieurs à 400 000 euros. Je pense que le mettre à fond, c'est plutôt pas mal. Okay. Voilà. Puisque tout à l'heure on parlait de la politique migratoire, ça peut être bien d'utiliser un peu les... Il nous reste quoi, 14 points? On peut essayer de... Alors voilà, l'aide étrangère, puisqu'il dit justement de régler les causes des migrations. Donc il faut évidemment qu'il y ait de la stabilité et de la paix dans les pays d'origine des flux migratoires. Ouais, complètement. Donc l'aide étrangère permet ça. Hein. Donc je la mets à fond. Hein, oui, ça me semble bien. Ensuite, contrôle des frontières, bon, je peux rien en faire, donc qu'est-ce qu'il propose lui? Alors, retournons sur l'immigration. Il maintient le droit d'asile, respecter la dignité humaine des migrants, mais il parle pas de changer les contrôles aux frontières. Hein. Si, il refondait la politique européenne de contrôle des frontières extérieures en refusant la militarisation des contrôles des flux migratoires. Oui, mais ça ne dit pas s'il laisse rentrer plus ou moins de gens. En fait. Non, on sait pas trop. Je pense qu'il s'attardera pas trop là-dessus. Alors, Climate Change Protocol. Ah bah il va évidemment la COP 21, évidemment, on ratifie. Bon, c'est déjà fait en fait, hein, mais faisons-le. Ouais. Alors, on a un déficit de 1 milliard. Qu'est-ce qui s'est passé? L'économie s'est améliorée, donc... Et puis, on a fait des taxes sur les super riches, ça a un peu rétabli les comptes publics, hein, quelque part. Effectivement. Bon, du coup, sur le contrôle aux frontières, on va le laisser tel quel. À moins que... Bah pour le moment oui, hein, on va pas aller mettre des sky rétiniens ou des gardes armés, et puis si on laisse rentrer tout le monde, on va avoir des problèmes, parce que c'est pas très populaire comme politique. Alors, il avait pas parlé de légaliser le cannabis aussi, comme Benoît Hamon? À mon avis, si. Oui, alors, pour l'instant, il n'y a pas de consommation légale de stupéfiants, hein, parce que c'est pas autorisé. Ben voilà, pardon. Les drogues, c'est ici. Voilà, donc on peut légaliser soit juste le... Donc là pour l'instant tout est hors la loi, hein. On peut légaliser juste le cannabis, ou aller plus loin, et alors si on va plus loin, c'est quoi? Le LSD, et ensuite toutes les drogues je crois. Ouais, voilà, le cannabis c'est suffisant. C'est ce qu'il propose, voilà. Et alors regardez quand même les effets de cette politique. Voilà, donc les conservateurs, les libéraux, le crime... Alors clique dessus pour voir les... Oui, pardon. Voilà, donc on voit que ça fait baisser le crime organisé, forcément, puisqu'on légalise, donc ils sont obligés d'ouvrir des magasins, ils peuvent plus se tirer dessus dans la rue. Les libéraux sont moins contents, les parents sont moins contents, mais c'est provisoirement, ça va améliorer la santé normalement. Là, c'est pas marqué directement. On pourrait le rajouter en modifiant la simulation, en disant que ça améliore la santé publique, puisque les produits consommés en France, je rappelle qu'il y a pas loin de 11 millions de consommateurs annuels en France de cannabis. Et donc, quand les produits sont contrôlés, nécessairement, ça améliore la santé publique. C'est ce que dit Mélenchon, il me semble d'ailleurs, hein, qu'il est contre la consommation de drogue, et que c'est pour ça qu'il veut légaliser. Pour qu'on puisse contrôler les produits et éviter des problèmes de santé. Ce qui est pas complètement con. Ce qui est pas complètement con. Alors, bon, ça du coup, ça c'est bon, le cannabis c'est légalisé. Il nous reste 29 points de capital politique, on peut faire plein de choses. Hein, et on a des comptes publics qui vont plutôt bien. Alors, sur la santé, il parle d'une santé publique et gratuite. Un plan national de prévention des maladies liées à la pollution, aux pesticides, à l'alimentation, à la consommation de drogue et d'alcool, à la souffrance au travail et au stress.
Bon, bah, Donc un grand plan de santé au service de l'État. Hein. Il met à fond le système de santé. Oui, sachant que là c'est pas... Encore une fois, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, comme le budget de la Sécu n'est pas directement dans le jeu, ça coûte pas très cher. Oui, effectivement. Donc c'est un des défauts de la simulation hein, qu'on pourrait évidemment continuer à améliorer. C'est la santé privée. Ouais, les taux sont très faibles effectivement en France. De toute façon. Voilà, il me reste 11 points. Alors, les hôpitaux, augmentation de la capacité d'accueil dans les hôpitaux, recrutement de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants, faire de l'hôpital public un service de haute qualité. Est-ce qu'on peut faire ça? Ben, on a juste le... Non, on a que la santé. Alors, on peut rajouter des politiques pour matérialiser ça. Ouais. C'est ce que j'étais en train de regarder. Donc, les hôpitaux... Ouais, bon, ils renforcent... Alors, il parlait une campagne pour bien manger, là, il parlait des pesticides et tout ça, donc... et de la prévention alimentaire, ça je pense que on peut le mettre. On peut le mettre à fond. C'est des petites choses, hein, mais on peut en faire plein. Service public. Agence des normes alimentaires, bah peut-être ouais, pour virer les pesticides de l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, tout ça. Hein. Ouais. Hop, on peut y aller. Ok. Ah, le chômage baisse. Ah, voilà, les OGM. Alors, il me semble avoir vu qu'il était contre. Il faudrait vérifier dans l'agriculture. Il me semble qu'il est pour l'agriculture bio, contre les OGM et contre les pesticides. Hein. Alors, en agriculture, refuser les OGM et bannir les pesticides nuisibles, glyphosate, néonicotinoïdes, etc. Voilà. Voilà. Et puis donc il faut, ensuite il dit, agriculture paysanne, faciliter l'installation des jeunes, créer 300 000 emplois agricoles, renégocier la PAC, stopper les projets de ferme-usine, privilégier les circuits de proximité, plafonner les marges de la grande distribution. Tout un programme. Ouais, donc, alors, déjà, subvention à l'agriculture bio, c'est une nouvelle politique il me semble, qu'on peut ajouter à fond tout de suite. Ça doit être dans l'économie. Dans l'économie, oui, pardon. Là. Subvention de l'agriculture bio. C'est très populaire d'ailleurs. Vous voyez en haut, popularité 92%. Ça coûte pas si cher, là on est à 2,8 milliards hein, donc, par trimestre. Et il va baisser peut-être les subventions. Alors à mon avis, il baisserait une partie des subventions à la grande distribution. Et on peut matérialiser ça en prenant les subventions classiques à l'agriculture, qui sont celles-ci. Oui. Qui coûte relativement cher. Non, bah 2,7 milliards par trimestre. Donc on pourrait le baisser légèrement. Peut-être, voilà, 1,6 milliard. Vu qu'on a rajouté de l'autre côté la bio. Ouais. De manière à faire une transition agricole. Hein. Privilégier les circuits de proximité. Alors je crois qu'on a un truc sur les fermes urbaines aussi. Ouais. Alors attends, interdire le PIB baisse un peu là. Interdire les essais sur les animaux. Ah bah oui, là on est d'accord. Jean-Luc s'est prononcé pour le bien-être animal. Hein. Du coup, c'est bon. On peut continuer. Alors, on en était où? Sur l'agriculture, on n'a pas terminé, non? Il y a oui les circuits courts. On disait les fermes urbaines, par exemple. Il me semble que ça y est, ouais. C'est peut-être dans le service. City non. Farms. Ah, City Farms, voilà. Donc on peut mettre en place les fermes urbaines. C'est pas très cher, 380 millions, c'est des subventions, hein, c'est un site à faire des fermes urbaines. Ouais, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il disait d'autre? Stopper les fermes-usines, bon ça on a rééquilibré les subventions. Alimentation 100% bio, bon on a fait le maximum sur l'agriculture bio. Il me semble. Réduire les protéines carnées, donc... Mais il n'y a pas de... ouais, dans le jeu, sont pas distinguées les subventions à l'élevage et tout ça. Faudrait aller plus finement dans les subventions agricoles, si on voulait... faire ça bien, mais bon, on comprend un peu la logique. Hein. Puisqu'on parle de bouffe, il me semble qu'ils proposent d'améliorer les cantines scolaires, tout à fait. De rendre tout gratuit. 100% d'alimentation bio dans les cantines scolaires et tout gratuit pour tout le monde. C'est ça. Donc on a mis les cantines scolaires à fond. Ouais, ils proposaient aussi si je dis pas de bêtises, des transports en commun, mais de qualité, donc on va subventionner des transports en commun plus. Donc les lignes de bus. Ouais, à fond. Hein. À fond. Et les subventions, il y avait les subventions au bus aussi, mais t'as peut-être plus assez de points politiques. Alors voilà, à chaque fois que Serge clique sur le tour suivant, en fait, ça fait passer un trimestre. Et donc les effets s'appliquent, le déficit est appliqué, les revenus sont appliqués, etc., etc. Là, on voit d'ailleurs qu'on a un surplus de 3 milliards par trimestre. Hein, on a réussi à équilibrer le budget. On est en train de rembourser la dette. C'est fou. C'est magnifique. Alors que on applique le programme de Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle. Hein. Ouais.
Il faut dire que quand on fait une réforme fiscale, ça a le mérite de faire des retombées économiques. Hein. Quand les riches commencent à payer comme il faut... Ok, donc on va bien faire chez les automobilistes, jusque là tout va bien. Attends, on n'a pas encore augmenté le prix de l'essence. Hein. Oula, attends, c'est dans le programme ça? Je suis pas sûr que ce soit dans le programme de Jean-Luc. Oui, je suis pas sûr. Sur les transports bus gratuits par exemple. Ça c'est un genre de truc qui ferait, c'est totalement dans le... Attends, parce que ça c'est pour les retraités et les personnes handicapées. Bah, c'est dans le même oui, c'est dans le bon esprit ça. Oui, c'est dans le même esprit. Tout ce qui favorise l'égalité entre les citoyens et la protection des plus fragiles. Alors, il y a toute une politique sur le logement aussi hein, qu'il va falloir qu'on applique. On va faire ça. Alors là, le temps file quand même. Vous regardez, en tout bien tout honneur d'ailleurs, protection des approvisionnements pétroliers. Ah, alors, est-ce qu'on va faire la guerre ou pas? Alors Jean-Luc, est-ce qu'on fait la guerre ou pas? Pour les ressources, qu'est-ce qu'il dit sur les forces armées et sur la protection du coup de nos intérêts à l'étranger? Pour une France indépendante, alors renforcer l'ONU, agir pour la paix. Alors il dit construire la paix en Syrie et en Irak. Réviser les alliances hypocrites avec les pétromonarchies du Golfe. Alors comment on révise une alliance hypocrite avec une pétromonarchie du Golfe? Alors qu'on arrête de leur vendre des armes, c'est une chose. Mais est-ce qu'on envoie des troupes pour leur péter la gueule quand ils menacent nos approvisionnements de pétrole? Ensuite, il y a en finir avec la France-Afrique. Adhérer à la Banque de développement des BRICS, Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud. Alors moi je sais pas trop, arrêter l'Europe de la défense, donc il veut pas non plus sortir de l'OTAN, refuser toute intervention militaire sans mandat de l'ONU. Ah bah voilà. Donc on ne déploie pas les troupes pour protéger le pétrole. Voilà, très bien. On a un déficit. Oh zut. Ouais, l'économie ralentit, je sais pas ce qui s'est passé. C'est l'économie mondiale, hein, donc c'est pas dépendant forcément de ce que nous on fait à l'intérieur. Oui, normalement le jeu il a un fonctionnement cyclique, comme ça. Il peut y avoir des crises. Tous les 6 à 8 ans, il y a une grosse crise économique qui ralentit l'activité mondiale et donc qui impacte l'économie du pays qu'on gère. C'est ça, bon, c'est le capitalisme quoi. C'est ça. Du coup, alors, sur le logement. Ça c'est les allocations chômage. Il y a les aides pour les vieux, il y a les logements sociaux. Les logements sociaux, bon lui je pense qu'il renforce. Hein. Ah bah tous les politiques de gauche parlent de renforcer le logement social. Hein. Ouais, ça a un coût, 2 milliards de plus. Ouais, mais bon, on a les moyens. Hein. Oui, de toute façon, on a les moyens. Un déficit aussi faible, on s'en sort. Hein. On a encore beaucoup de chômage ou pas? Est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on réforme le chômage ou est-ce qu'on fait des choses pour favoriser le business? Alors, vous voyez, il y a aussi tout ce qui est en rouge, hein. Toutes les situations qu'on va devoir résoudre. Le chômage a baissé un peu, on s'en sort pas si mal. Ouais. Regarde tout ce qui est rouge là, voilà. Alors passons dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est l'économie non compétitive. Il y a une inflexion. Hein. On a la politique qu'on applique depuis le début n'a pas franchement d'effet négatif sur la compétitivité.